Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas de rêver, le podcast de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver. Ici, ce sont témoignages inspirants et bonne humeur. Je suis Lucie, l'animatrice de ce podcast. Et aujourd'hui, j'accueille Victor. Bonjour et bienvenue. Merci Lucie pour l'invitation. Avec plaisir. Tu as écrit le livre Tomber amoureux de sa vie et de ses projets. Donc, ravie de t'accueillir pour cet épisode. Et je commence par remercier Justine de l'épisode précédent qui nous a connectés, qui nous a mis en relation. Donc, voilà. Écoutez aussi l'épisode 34, l'épisode précédent et celui-ci, bien sûr. Pour démarrer, je te laisse te présenter et il faut intégrer ta qualité principale dans ta présentation. Ok. Du coup, je m'appelle Victor, j'ai 31 ans. Et quand on me demande souvent de me présenter, j'aime commencer par qui je suis. Et Oui. qui je suis, c'est que je suis un amoureux de la vie et un amoureux de cette magie. J'adore rêver et surtout j'adore concrétiser mes rêves. Et on va dire que si je devais donner une qualité de mon côté, c'est ce côté-là, c'est-à-dire l'audace. Le côté d'y aller, de pas avoir peur, de tenter, ouais, de vibrer finalement. Et du coup, depuis 11 ans maintenant, je suis entrepreneur. Donc, ça fait 11 ans que dès la sortie de l'école, j'ai entrepris des projets divers et variés autour de l'événementiel, autour du coaching, de l'accompagnement, de la formation. J'ai donné des cours, etc., etc. Top. Et finalement, le fil rouge, ce serait de rassembler un peu les rêveurs et en tout cas de les faire passer à l'action. Trop bien. Est-ce que tu as un exemple justement de projet lié à ta qualité, l'audace? Eh ben, écoute, je crois qu'au moment où on enregistre ce podcast et au moment où surtout il sort, je sors de mon projet le plus audacieux qui est d'avoir organisé un événement au Grand Rex à Paris. Et c'est la preuve pour moi j'aurais pu te citer celui-là, j'aurais pu te citer le livre, j'aurais pu te citer plein d'autres, comment on appelle ça, de projets. Finalement, l'audace pour moi, c'est un peu ma raison de vivre et c'est aussi mon moteur, quoi. C'est de se dire, bah, tiens, quand on me dit que c'est impossible, bah, c'est un peu là, moi, mon point de départ, si tu veux. Est-ce que tu veux bien nous présenter justement ton parcours? Tu disais que tu t'es lancé à l'issue de tes études. Quelles études tu as faites et quel type d'élève tu étais? Ouais, carrément. Écoute, j'ai commencé, j'ai toujours été, on va dire, avec la casquette ou en tout cas l'étiquette du bon élève. D'accord. C'est-à-dire l'envie d'être devant, l'envie d'être premier, l'envie de pas faire trop de remous. J'aime bien la métaphore du deuxième rang, c'est-à-dire celui qui suit, mais en même temps, on le laisse tranquille parce qu'il est au deuxième rang et il est là, mais sans être là. Et du coup, c'était un peu cette énergie-là. Donc, mes études se sont hyper bien passées pendant le collège. Un peu plus compliqué pendant le lycée. C'est le moment, moi, un peu charnière. On a tous une période de vie où, voilà. Moi, la période du lycée, ça a été une période très compliquée, au sens où, en fait, je me suis pas reconnu dans le monde dans lequel j'étais, parce que j'avais rejoint un lycée un peu élitiste de la capitale et dans lequel, en fait, je reconnaissais pas le monde dans lequel j'avais Mm. évolué tout au long du collège, c'est-à-dire un monde plutôt populaire, plutôt multiculturel, etc., etc. Donc, en fait, pendant les 3 années du lycée, je me suis inconsciemment isolé de ce monde-là. Et de premier de la classe ou deuxième de la classe, je tombe dernier, quoi. Donc, en gros, Ok. je fais le grand écart. Et à l'époque, je rêvais de faire une école de commerce. Et ma prof de maths de l'époque, je m'en souviendrai toute ma vie, qui m'a dit avec les notes que tu as, faire une école de commerce, c'est impossible. Donc, j'ai pas fait l'école de commerce. Je suis parti en BTS NRC, Ok. BTS négociation et relations clients. Et de dernier de la classe, je repasse major de promo. Donc, je fais 2 années en BTS. J'ai adoré le BTS, j'ai adoré la formation professionnelle, le fait d'être dans l'action, le fait d'être voilà, en alternance, etc., etc. Et on m'a dit à la fin de mon BTS, écoute, tu es le seul à pouvoir postuler pour une admission parallèle en école de commerce. Mm. Quand tu fais un BTS, tu peux, au travers d'un Ouais. concours, postuler. Et du coup, je fais le concours passerelle à l'époque et je suis accepté dans toutes les écoles. Donc j'avais le choix, finalement, j'ai été admis dans toutes les écoles. Et je choisis l'EM Normandie, au Havre, et dans lequel je vais faire 4 années, donc une année de licence, 2 années de master et une année de césure. Et du coup, en sortant
en sortant de, avant ça, en année de césure. En année de césure, pareil, l'audace, je pars 6 mois à l'île Maurice Ouais. pour faire un stage. Et c'est là-bas où je rencontre le monde de l'entrepreneuriat. Donc, je suis avec un chef d'entreprise qui monte sa boîte, etc. etc. Et j'ai là-bas le premier projet qui m'a animé. Et c'est ce qui fait que je vais faire un M2 entrepreneur. Je vais être incubé. Et dès la sortie d'école, je vais vouloir lancer ce projet et la suite de mes aventures. Mm. C'est comme ça que tu es arrivé dans l'entrepreneuriat, mais est-ce que ça faisait déjà partie de tes projets auparavant? Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu voulais être entrepreneur? Alors, entrepreneur tel quel, non. Au sens, je ne savais pas ce que ça voulait dire être entrepreneur ou j'avais pas l'idée de monter mon entreprise, etc. etc. Par contre, lancer ces projets, oui. J'ai toujours été force de... Et notamment, quand tu me partages cette question-là, j'ai une anecdote pendant cette période du lycée où je disais que je me suis isolé socialement. En parallèle, je découvre un jeu vidéo. Ce jeu vidéo, il s'appelle Minecraft, dans lequel Mm. on peut construire sa ville, on peut construire son monde, un peu à l'image des Lego, mais de manière virtuelle. Et dans lequel je vais faire partie d'un serveur multijoueur. Et très vite, je vais devenir le deuxième personnage du serveur, le maire d'une ville, qui peut vendre des parcelles, qui peut accueillir des joueurs, etc., etc. Et du coup, inconsciemment, ça reste de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de gérer sa petite ville, gérer une équipe, gérer, Mm. manager, etc. Et ensuite, je pense que de fil en aiguille, j'ai découvert le monde du commercial, j'ai vendu des voitures, j'ai vendu plein de choses, etc. etc. Donc, inconsciemment, c'était là, mais de manière consciente, ça a vraiment été à l'île Maurice où il y a eu la bascule au contact de ce chef d'entreprise, de cet entrepreneur français, de me dire, bah tiens, ouais, c'est un monde que j'aime bien, quoi. Mm. Et justement, bah, de l'île Maurice, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que ça t'a appris? Ça m'a appris beaucoup de choses. Je retiens déjà que il y a d'autres mondes dans ce monde. C'est-à-dire qu'il y a le monde qu'on nous vend en France, mais il y a d'autres cultures, il y a d'autres mondes, etc., etc. Et surtout qu'à l'île Maurice, j'y ai vécu la vraie île Maurice, c'est-à-dire pas l'île Maurice des hôtels de luxe, des vacances, des cartes postales comme on peut voir, mais l'île Maurice un peu des terres. C'est-à-dire les bidonvilles, les gens qui n'ont pas de thunes, qui vivent avec 100 euros par mois, etc., etc. Et dans lequel bah, en fait, j'ai trouvé des gens heureux alors qu'ils avaient rien. J'ai trouvé des gens pour lesquels rien n'est grave. Je te prends un exemple concret. Je bossais dans les voitures au travers de cette personne avec qui j'avais fait un stage. Et il me dit, écoute, bah, on a besoin d'une voiture demain à livrer pour une personne, etc., etc. Et je vais voir le garagiste dans lequel la voiture est en train d'être préparée, d'être nettoyée, etc., etc. Et je lui dis, est-ce que la voiture elle est prête et tout. Elle me dit, non, non, reviens plus tard. Et je dis, mais on a une voiture à livrer là dans 1 heure ou deux. Et il me dit, non, non, tout correct, demain. Et en fait, ça pose pas de problème là-bas. Enfin, c'est normal, c'est OK. Mm. Et du coup, je suis revenu avec l'idée que, bah, en fait, si t'as pas ton colis le jour même, c'est pas grave, quoi. Enfin, il n'y a pas mort d'homme, en fait. Et c'est vrai que ça m'a ramené, en fait, ça a fait descendre de son piédestal l'exigence au sens, bah, en fait, si t'as pas ton colis le jour de Noël, OK, c'est quelque chose, mais c'est pas mort d'homme, quoi. Tu l'auras Ouais. demain, tu l'auras après-demain. Donc ça, l'île Maurice m'a appris ça. Et l'île Maurice m'a aussi appris que il n'y a pas que le boulot dans la vie. Enfin, voilà, après, une fois que tu travailles, une fois que tu as fini ton travail, bah, va profiter, quoi. Va à la plage, va te baigner, etc., etc. Et, cetera. Et ça m'a montré aussi que tout est possible. Enfin, tu vois, à cette période-là, pour choisir son stage, encore l'audace, tu parlais de l'audace, Mm. encore l'audace. Notre école nous avait mis une seule règle pour trouver ce stage, c'est la langue officielle du pays, ça doit être l'anglais. D'accord. Donc, vous pouvez aller où vous voulez, en Australie, au Canada, voilà, peu importe, mais la langue officielle doit être l'anglais. Je tombe sur, par hasard, un post voilà, de ce recherche de stage sur Facebook à l'époque, et je vois île Maurice, je me dis incroyable, je pourrais trop aller faire un stage là-bas. En plus, mon nom, c'est Maurice, ça s'écrit pas pareil, mais je me suis dit, tiens, il y a une résonance, il y a peut-être un signe. Et du coup, je postule, et je suis accepté, etc., etc. Et pourquoi j'ai fait Ah oui, voilà. J'ai fait cette métaphore-là parce qu'en fait, je me rends compte que, bah, en fait, la langue officielle de l'île Maurice, c'est l'anglais. Sauf qu'il n'y a personne qui parle l'anglais là-bas. La langue courante, c'est le français et le créole. Donc, Ok.
Il y a quasiment personne qui parle anglais. Ça tombe bien, je suis nul en anglais et c'était pas forcément l'anglais que je voulais travailler, quoi. Et du coup, je me retrouve là-bas. Et pour la petite anecdote, tu verras l'audace, voilà. Je suis le premier de mon école. Et pourtant, mon école, elle a eu plus de 100 ans d'existence à être allée à l'humorisme. Et je suis je crois qu'on est deux maintenant, ou trois, à y être Ouais. allé. Mais en tout cas, à l'époque, j'étais le premier à avoir postulé dans ce pays-là et personne n'y avait mis les pieds avant moi. Oui, tu l'évoques dans le livre aussi du fait de oser postuler, oser envoyer sa candidature. Et je trouve que c'est un bon rappel aussi parce que bah, tu aurais pu juste regarder l'annonce et tu vois, cliquer fermé, te dire c'est pas pour moi. C'est ça, exactement. Bah, c'est un peu l'idée que moi j'aime bien cette métaphore que le non, tu l'as déjà. Tu ne risques que le oui à demander. Le non, Hmm. on l'a tous. En fait, le fait de pas demander, c'est un non. Par contre, bah, si tu tapes à la porte, tu risques peut-être un oui. Donc osons, tentons, taper aux portes, allons-y, et puis voilà, quoi. Et comment tu es arrivé à l'écriture du livre? Et ben, ce livre-là, il est arrivé dans ma vie. C'est une drôle d'histoire que je raconte souvent. C'est il y a en mars 2025, il me semble. Oui, mars 2025. Je suis dans une librairie à Paris, la librairie Erol, sur les boulevards près de l'Odéon, et je suis à la dédicace d'un auteur, quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux, qui sort son livre, etc., etc. Et bah, lors de cette soirée, on va dire, je navigue dans les rayons. Et je me dis, tiens, je me verrai trop un jour dans ces rayons, avoir un livre, avoir mon. Sans. Vraiment, c'était juste une phrase comme ça, comme je te dis, peu importe. Et quelques mois après, donc au mois de septembre 2025, donc quasiment 4 mois après, 5 mois après, je tombe sur un post LinkedIn de Isabelle Rochat, qui est la directrice de la maison d'édition, Exactement. et dans lequel elle raconte un peu l'histoire de sa maison d'édition, pourquoi elle la lance, etc., etc. Et je me dis, tiens, bah, pourquoi pas écrire un livre? Donc je commente en rigolant, pourquoi pas écrire un livre? Et elle me dit, bah, appelons-nous. On s'est appelé peut-être une semaine après, et elle m'a dit, écoute, top, tu as un mois pour me faire un brief, un pitch du livre que tu voudrais écrire. Et pour la petite anecdote, le premier jet, il a été refusé. Le premier jet a été refusé. Elle m'a dit, écoute, non, c'est trop storytelling. Moi, j'ai besoin de plus de concret, j'ai besoin de plus d'action, plus de voilà. Et en fait, ce qui a fait que ça a basculé sur un oui, c'est que en parallèle de ce projet-là d'écriture, moi, je donne beaucoup de conférences. Et à l'époque, j'organise une conférence au mois de février, donc au mois de février 2026. Et le mois de février, normalement, c'est le mois de la Saint-Valentin. Oui. Et du coup, moi, je m'étais dit, tiens, on parle souvent de tomber amoureux de l'autre, mais si on parlait, si on célébrait le fait de tomber amoureux de sa vie et de ses projets. Donc le sujet de fil rouge de la conf, c'est tomber amoureux de sa vie et de ses projets. Et ça fait le point avec le titre de mon livre. Et en fait, Hmm. Isabelle voit cette affiche et elle me dit, écoute, cherche pas, c'est ce livre-là. Et du coup, j'ai dit, OK, on part sur ça. Et c'est comme ça qu'est né le livre. Donc, ça, c'était fin octobre, début novembre. Et donc, j'ai mis 6 mois d'écriture et 9 mois avec la maquette et la publication au total. Je vais te poser la même question que Justine, mais c'est pour vous les écrivains qui viennent dans le podcast et pour savoir un petit peu, est-ce qu'on peut avoir les coulisses de la rédaction d'un livre? Est-ce que tu es passé par plein de phases? Est-ce que tu as écrit beaucoup certains jours, beaucoup moins d'autres? Et ben, écoute, c'est une bonne remarque, une bonne question. Moi, dans mon process d'écriture, je suis un mec qui fonctionne avec des petits bouts tout le temps. C'est-à-dire, je D'accord. préfère faire petites tâches, mais tous les jours, que un gros, un peu dernier moment, 2 heures, et puis voilà. Et du coup, aussitôt que j'ai eu le oui de Isabelle, je me suis booké tous les samedis matins et tous les dimanches matins, c'était l'écriture. Donc ça, D'accord. jusqu'au mois d'avril, tous les samedis matins, tous les dimanches matins, c'était un rituel, c'était écriture. Hmm. Si jamais l'inspiration n'était pas là, c'était une matinée dans laquelle je pense au livre. C'est-à-dire, je sais pas, j'imagine la couverture, le titre, etc., etc. Donc vraiment ça. Et ça, je m'étais mis la routine, je m'étais mis le cadre, et c'est ce qui fait que ça a tenu. Et vraiment, il y a eu de l'efficacité là-dessus. Et ensuite, oui, il y a des phases. Moi, pour le coup, tu vois, j'ai trop écrit par rapport à ce qui était possible. C'est-à-dire que j'ai dû couper 100 pages D'accord. parce, Ok. parce que j'avais trop à dire, peut-être. Donc, on a travaillé le fait de revenir vraiment à l'essentiel, à la version la plus pure, à vraiment impacter, comme si,
pour métaphorer, on essorait un torchon et que vraiment on a gardé l'essence pure de ce que j'avais envie de partager, de raconter à l'intérieur. Et ensuite, Isabelle m'a mis à disposition une personne de son équipe pour relire, retravailler le texte avec moi. Donc, on a été accompagné sur ce point-là. Mais en tout cas, pour le côté, est-ce que ça a été facile ou pas facile d'écrire? Moi, je te dirais que c'est un peu l'équivalent d'une psychanalyse, au sens où tu as un peu la sensation de déposer sur papier, bah, du coup, dans mon cas, 31 années Ouais. de ma vie, quoi. Et vraiment d'y mettre ça, surtout que dans ce livre-là, bah, tu l'as lu, peut-être que Oui. ça va résonner, ça va résonner de ton côté. Mais en fait, j'y ai mis ce que je sais faire de mieux. C'est-à-dire, dans chaque chapitre, il y a 4 temps, on va dire. Il y a les expériences de vie, donc ce que j'ai traversé et comment je les raconte, ce que j'en tire. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir et voilà, faire en sorte que d'une expérience, j'en tire des enseignements. Des exercices de coaching, donc entre 2 et 3 par chapitre en fonction, parce que je suis coach de formation et j'accompagne des entrepreneurs, donc j'avais envie de mettre en place des choses en action. Et sur ces exercices-là, vu que c'est un peu un outil, un livre ou des outils un peu très coaching, je voulais que ce soit des outils et des actions simples et entre 5 et 30 minutes, parce que je me suis dit, les livres de coaching, souvent, c'est des trucs très complexes, très compliqués. Il faut avoir réfléchi, il faut avoir travaillé sur soi, faire 10 000 thérapies avant de se... Et là, je voulais, non, ok, si c'était simple, si tu étais dans le train et tu avais une question à faire, ok, ce serait celle-ci. Je pense à l'exercice, je crois que c'est dans le premier chapitre, où on se pose et on se pose sur c'est quoi mes valeurs, quoi. Qu'est-ce qui est Oui. important pour moi dans ma vie? Et de se dire, bah, tiens, il y a une liste de valeurs. Sur les valeurs, est-ce qu'il y en a qui résonnent? Et le surligner, le souligner, l'entourer, peu importe. Et voilà. Et du coup, c'est un livre qui va accompagner à ça. Et le dernier point de chacun des chapitres, c'est que moi, j'ai une force, c'est de m'entourer, d'aller chercher des rencontres, d'aller chercher des rencontres inspirantes. Et dedans, il y a 9 personnes qui écrivent, donc 2 personnes pour la préface et 7 personnes en témoignage, qui vont partager, bah, tiens, c'est quoi votre expérience? C'est quoi des petits tips, etc., etc. Avec comme fil rouge, je leur ai posé à tous une seule question, c'est quoi pour toi tomber amoureux de ta vie? Et en fonction des réponses, ça donne des réponses, des regards différents, etc., etc. Et ce Mhm. que j'aime, c'est un peu le regard du coach, c'est-à-dire que il y a une perception qui est la mienne, mais il y a aussi d'autres perceptions qui sont celles Oui. de Joy, Margot, Kelly, etc., etc. Mhm. Bah, justement, tu as évoqué les valeurs et je voulais que tu reviennes dessus parce que Ouais. bah, moi aussi je suis coach et je travaille toujours les valeurs et je trouve que c'est hyper important. En quoi tu dirais que c'est important pour toi d'identifier tes valeurs, notamment quand on lance un projet? Pour moi, les valeurs, c'est deux choses. Pour moi, c'est aussi bien la boussole que le carburant. Mhm. C'est-à-dire que les valeurs, elles vont nous guider à faire prendre des décisions, faire des choix, etc., etc. Souvent, ce que je dis à mes clients, par exemple, c'est tu as un choix à faire dans ta vie. Ok, est-ce que ça répond à toutes tes valeurs ou à certaines valeurs? Ou en tout cas, je ne sais pas, j'en sais rien, demain, vous avez une proposition de job, par exemple, une proposition d'emploi, et de se dire, bah, tiens, je vais mettre toutes mes valeurs sur un papier et je vais mettre une note sur 10. Tiens, on m'a proposé ce truc-là, la liberté, les couverts, voilà, et d'en faire une moyenne. Et ensuite, en fonction de ça, te dire, bah, tiens, est-ce que ça vibre pas, ça résonne pas. Donc, c'est à la fois donc, cette boussole, mais aussi le fait que, bah, tiens, si je te prends l'exemple du Grand Rex, par exemple, moi, je dis souvent que j'ai 5 valeurs, la liberté, le partage, le respect, l'amour et l'accomplissement. Si je te prends l'exemple du Grand Rex que je viens de faire au moment où l'épisode sort, bah, la liberté, je l'ai parce que je suis le seul maître bord, il n'y a personne qui me dit rien. Si je veux mettre les lumières en vert, je mets les lumières en vert. C'est moi le chef, dans le bon sens du terme. Le partage, oui, parce qu'on est plein, il y a plein de parties prenantes à l'intérieur, il y a plein de personnes engagées, etc., etc. L'amour, parce que j'y mets tout mon cœur, je suis un amoureux de cette Mhm. vie, c'est vraiment un projet que je fais avec le cœur, avec l'amour. Le respect, évidemment, les personnes qui sont là sont traitées avec respect, etc., etc. Le respect des engagements, le respect du timing, le respect des paiements, etc., etc. Et l'accomplissement, bah, le Grand Rex, pour moi, voilà, c'est un accomplissement. Donc, c'est dire, bah, tiens, ok, dans ce projet-là, toutes mes valeurs sont accomplies. Et vraiment, juste de se questionner de temps en temps, de se dire, bah, tiens, il peut y avoir des valeurs qui vont bouger, il y a peut-être des valeurs qui vont évoluer au travers du temps. Généralement, il y en a une qui, elle reste tout au long, j'appelle ça la valeur suprême.
Oui. C'est vraiment, il y a une valeur qui, elle nous accompagne toute notre vie. Dans mon cas, c'est l'accomplissement. Et je sais que, tu vois, ma vie sera atteinte et accomplie si la veille de ma mort, j'ai des choses à raconter sur mon lit de mort, quoi. Mhm. Et voilà. Tu parles aussi de la notion d'appel intérieur dans le livre. Ouais. Quand on lance un projet, comment savoir que c'est bon pour nous? Qu'est-ce qu'il faut, selon toi, regarder, observer, ressentir? C'est une très bonne question. Merci de la poser. Merci. Mais merci de la poser. Ouais, c'est une très bonne question. Je te dirais, la réponse, tu l'as dans les 5 premières secondes. Si on te propose un truc et que ça te vibre, il y a du cœur, il y a de l'énergie. C'est un peu l'énergie du coup de cœur. Vous avez tous déjà eu un coup de cœur ou un truc que vous avez acheté, c'était peut-être pas raisonnable, mais c'est un coup de cœur. Pour moi, l'appel intérieur, c'est ça. C'est-à-dire, tiens, est-ce que ça vibre? Est-ce que j'ai un élan? Est-ce que j'ai un mouvement en avant? Est-ce que je te prends l'exemple pour ça de Compostelle, par exemple. Oui. Compostelle, ça a été un appel intérieur. Il y a eu un moment où j'ai dit à ma coach, j'ai dit, écoute, je dois être le 8 mai à Bayonne, j'ai la sensation que je dois partir maintenant. L'appel intérieur. Ok, bah j'y vais. Je fonce. Et tu vois, là, en te disant ça, je viens de vibrer. Et c'est vraiment les 5 premières secondes, juste avant les peurs, syndrome de l'imposteur, la remise en question. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est non? Non, non. C'est de dire, tiens, est-ce que je me sens envie? Et l'envie, c'est ça. Enfin, l'envie, si tu prends le langage des oiseaux, c'est envie. Mm. Et, et se dire, bah, tiens, vous avez tous déjà eu forcément un choix où il y a cet appel, cet accomplissement, ce ressenti. Même si ça vous fait peur, mais se dire, bah, tiens, euh, comment je peux y aller? Comment on y va? Comment on se lance? Et oui, et pour moi, c'est ça. Et vraiment de se dire, bah, tiens, l'appel intérieur, c'est est-ce que ça vibre? Après, en fonction des personnes, ça peut être dans différents endroits du corps. Mm. Mais généralement, c'est au niveau des tripes, au niveau du ventre, au niveau des tripes, au niveau du cœur. Parce que au niveau du nombril, c'est le chakra du plexus solaire. Et le plexus solaire, c'est l'intuition, le mouvement, l'action, le côté solaire, le côté on y va. Euh, donc oui, c'est là un peu. Top. Tu rappelles aussi qu'il y a un critère important pour toi, c'est la joie. Est-ce que c'est ça qui te fait démarrer un projet? Est-ce que c'est ton carburant? Est-ce que c'est un critère pour toi? C'est le critère, voire un critère ou le critère principal de toute ma vie. Si la joie n'est plus là, j'arrête. Je me questionne tout le temps sur joie. Est-ce que c'est là? Est-ce que je m'amuse? Est-ce que je prends du plaisir? J'ai pas dit confortable, j'ai dit joie. Tu peux Mhm. avoir des événements où tu es en joie, mais c'est inconfortable parce que tu sors de ta zone de confort, etc., etc. Je te prends le Rex. Le Rex, j'étais en joie. Le livre, j'étais en joie. Par contre, c'est inconfortable parce que c'est des choses que j'ai jamais fait. Et ça, vraiment, c'est de se rappeler que l'émotion principale du cerveau, 90% du temps, ça doit être de la joie. Les autres émotions dites négatives en France, moi j'aime pas ce terme-là, mais je préfère le terme inconfortable, la peur, la colère, la tristesse. Elles sont là de passage. Elles sont là pour nous amener sur des décisions. Mais aussitôt elle est repartie, c'est la joie qui reprend le dessus. Et la joie, elle Mhm. doit faire partie de 95%, enfin 90% de son temps. Et si vous êtes en colère, en tristesse ou en peur, bah, vous avez un message. OK. Et dans le livre, j'en fais un chapitre de réexpliquer sur chacune de ces valeurs, c'est quoi le besoin associé. Mhm. Si je suis en colère, par exemple, on parlait des valeurs juste avant, si Ouais. on est en colère, c'est qu'une valeur chez nous est touchée. Tu viens de me dire un truc, ça m'a mis en colère, bah, peut-être que tu m'as dit quelque chose qui est venu toucher ma liberté. OK, ça me met en colère. Et du coup, ça amène un besoin de changement, un besoin d'action, un besoin de mouvement. Et aussitôt que la colère est digérée, j'allais dire, la joie revient. Donc ça, c'est vraiment l'indicateur que vous devez garder en tête. C'est est-ce que vous prenez du plaisir et de la joie dans ce que vous faites? Mhm. J'ai pas dit gagner de l'argent, j'ai pas dit voilà. Est-ce que vous prenez du plaisir dans ce que vous faites? Moi, j'aime bien cette phrase aussi parce que souvent on me dit souvent oui, mais le travail, c'est pas de la joie, c'est une contrainte, etc. Non, vous pourriez prendre du plaisir dans ce que vous faites. Ouais. Et moi, j'aime bien cette idée que dans le travail, l'argent, c'est la conséquence. C'est pas le point de départ. Le point de départ, c'est la joie. Est-ce que ce que vous faites, ça vous met en joie? Et est-ce que vous êtes prêt à le faire gratuitement dans les premiers jours, premières semaines? Oui, non. Et ensuite, l'argent va venir. Et c'est Mhm. vraiment l'idée que
Voilà, et ça, c'est vraiment l'indicateur. Est-ce que vous êtes en joie, en vie? Est-ce que vous vous sentez en présence? La joie, chacun peut y mettre ce qu'il Ouais, veut y entendre, mais en tout cas, une émotion positive de plaisir. ouais. Et je pense que on, on fait bien aussi, que ce soit dans le travail ou projet, quand ça nous plaît, on a aussi tendance enfin, on est bon dans ce qu'on fait parce que ça nous met aussi dans des émotions qui sont bah, positives et joyeuses. Je pense que c'est Mm. un cercle aussi qui devient vertueux dans ce cas-là. C'est ça, c'est ça. Et ensuite, c'est le positif attire le positif. Et une fois qu'on... En fait, ce qui est compliqué, c'est que l'énergie positive, de la joie, du succès, enfin, pas forcément du succès, mais en tout cas de la joie, de l'accomplissement, de l'enthousiasme, elle va 10 fois plus lentement dans le cerveau que les autres émotions. Pourquoi? C'est que notre cerveau, il est fait en sorte de survivre. Il est construit pour la survie. Donc, les émotions qui nous permettent cette survie, elles vont 10 fois plus vite dans le cerveau pour envoyer les informations. C'est pour ça que le marketing s'appuie sur la peur pour nous faire acheter. C'est que Ouais. l'émotionnel de la peur va 10 fois plus vite dans le cerveau. Et tout ça pour vous dire que de l'autre côté, la joie, la positivité, l'optimisme, ça demande 10 fois plus d'efforts à être entraîné. Donc c'est vraiment, c'est un peu l'image des accords Toltec, des affirmations positives, de la méditation, etc., etc. Ça demande 10 fois plus d'entraînement d'être optimiste, positif, que d'être pessimiste ou négatif. Mm. Mais une fois que vous avez goûté à cette énergie-là, je vous invite à l'essayer. Le monde d'avant, c'est-à-dire le monde négatif, positif, peur, etc., etc., en tout cas dans mon cas, c'est impossible d'y retourner. Parce que l'énergie positive, elle est tellement belle. C'est celle qui nous fait nous sortir de nos gonds, qui nous fait accomplir nos rêves, si je reprends le sujet de ton podcast. Oui. C'est vraiment le fait d'accomplir, etc., etc. Par contre, ça demande de l'entraînement, ça demande un cadre, ça demande une précieux. C'est tellement précieux cette énergie qu'en fait, faut lui, comment on appelle ça, faut en prendre soin. Mm. Tu as évoqué là en répondant le fait que ben, parfois même il y a de la joie, mais ça peut amener de l'inconfort. Mm. Comment tu deals, toi, avec ça, quand il y a l'inconfort qui arrive? Et ben, je deal avec le fait que l'inconfort, généralement, c'est de la peur, on va dire. L'inconfort, quand tu lances un projet qui te sort de ta zone de confort, c'est souvent associé à de la peur. Moi, j'ai dealé le fait que la peur, c'est devenu une boussole et c'est plus un frein. C'est-à-dire que si j'ai peur, c'est que je fais un truc que j'ai jamais fait. Tant mieux, tant mieux. On est là pour vivre des expériences, on est là pour vivre des choses que voilà que qu'on n'a jamais faites et ensuite de comprendre que l'émotion de la peur, on en parle dans le livre, son besoin, c'est d'être rassuré. Point. C'est tout. Et aujourd'hui, je crois que la statistique, c'est 93% des peurs que l'on a, ce sont des peurs dysfonctionnelles. Il n'y a que 7% des peurs que l'on a qui sont fonctionnelles. À l'origine, la peur, elle est là pour nous sauver de la mort. Point. Oui. Une peur de l'échec, une peur de la réussite, une peur du regard des autres, une peur de l'inconnu, ça ne nous pousse pas à la mort. Il ne se passe rien. Enfin, si demain vous échouez, c'est pas grave, vous recommencerez et puis vous aurez appris. Voilà. Et du coup, de juste se dire, ok, bah, la peur, elle fait partie du processus. Si elle est là, c'est que je sors de ma zone de confort. Et je crois que le courage, c'est ça la définition du courage, c'est de continuer d'avancer malgré cette peur et d'y aller Mm. malgré la peur. Et de se dire, évidemment, quand je lance un événement de la taille du Grand Rex, évidemment que j'ai peur. Évidemment qu'il y a le trac. Évidemment que voilà, j'ai peur avant de monter sur scène. Oui. Mais par contre, l'énergie quand tu es sur scène, bah, elle est incroyable. Ouais. Elle diffuse encore plus. Donc tout ça pour partager le fait que il y a la peur, elle est là, c'est sain. Et c'est vraiment, il y a une citation que j'aime bien, c'est si votre rêve ne vous fait pas assez peur, c'est qu'il n'est pas assez grand. Mm. Je suis d'accord. Et du coup, c'est un peu ça. Et juste se remettre l'idée que si vous avez peur de quelque chose, rassurez cette peur. Si vous avez peur de manquer d'argent, faites-vous des tableaux. Votre cerveau, en fait, la peur, elle a besoin de preuves. Elle a besoin de voir. Elle a besoin de s'appuyer sur quelque chose. Si vous avez peur de manquer d'argent, faites-vous un tableau de suivi financier. Vous regardez. Ok, ça va rassurer le fait que bah, il y a de l'argent. Ok. Je te prends un exemple que j'ai fait il y a pas longtemps. Vas-y. Moi, j'ai toujours eu ce truc de mauvais rapport à l'argent, de travailler mon rapport à l'argent, de me rassurer autour que l'argent c'est sain, etc., etc. Et dernièrement, je me dis tiens, ça fait plusieurs années que j'ai travaillé mon rapport à l'argent, il s'est amélioré, je suis plus à découvert. Donc voilà. Pour autant, j'ai encore peur de gagner beaucoup d'argent. Pas forcément d'en manquer, mais maintenant, c'est d'en gagner beaucoup. Et du coup, ce que j'ai fait,
Bah, du coup, j'avais peur, donc inconfort, comme on l'évoquait juste avant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une capture d'écran de mon compte et je l'ai mis sur ChatGPT, l'intelligence artificielle, et je lui ai dit, bah, refais-moi cette image avec 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros. Et en fait, je D'accord. voulais donc la peur, et je voulais voir en fait en fonction de ce que j'allais voir comme montant, qu'est-ce qui me faisait flipper. Est-ce que c'était le fait de voir beaucoup d'argent ou est-ce qu'il y avait autre chose? Et en fait, si tu veux, quand je te dis que la peur, elle a besoin de voir pour être rassurée, j'ai vu ces montants et je me suis dit, waouh, je ressens que de la joie. Donc en fait, j'ai Ok, plus peur. Donc j'ai plus c'est peur. génial. Et c'est juste se dire, bah tiens. Et du coup, de dealer avec cette peur-là, bah en fait, voilà. Et derrière, je te dirais pour les auditeurs qui nous écouteraient et qui seraient entrepreneurs, et bah pour moi, le jeu de l'entrepreneur, c'est de faire comprendre au cerveau qu'il est en sécurité dans un monde en constante insécurité. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est des vagues, des hauts, des bas, il y a de l'argent, il n'y en a plus, il y a de la trésorerie, il n'y a plus de trésorerie, etc., etc. Et le jeu de l'entrepreneur, c'est comment, dans ce monde-là, je peux rassurer mon cerveau sur le fait que je suis en sécurité, même si l'URSSAF passe pas, même si je paye pas, même si tout ça. Et ça, tu vois, de mon côté, j'aurais mis 11 ans à ramener de la sécurité là-dedans. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça. Mm. Il y a beaucoup de rappels dans ton livre que j'ai trouvé hyper intéressant, mais il y en a un qui m'a beaucoup marqué. Je crois que c'est plutôt vers la fin du livre de mémoire. C'est le rappel que tu fais sur le fait de célébrer ses victoires. Et je voulais qu'on revienne dessus. Ouais, carrément. Mhm. Pour moi, célébrer ses victoires, c'est pareil. On y voit une lecture soit énergétique, soit une lecture au niveau du cerveau. Le cerveau, il fonctionne à la récompense. Il aime la récompense, il va chercher la dopamine, je crois que c'est la dopamine, il va chercher la récompense, etc., etc. La récompense, célébrer ses victoires, c'est mettre une récompense au cerveau sur quelque chose. Je te prends un exemple très concret. Dans mon cas, à chaque client que je signe, je m'offre un livre. C'est génial. Donc, le cerveau, il comprend que s'il veut un livre, il signe un client. Donc, en fait, ça te met une énergie de mouvement, une énergie d'action, une énergie de je vais chercher. Là, je viens de faire le REX, ou en tout cas, je suis en cours de préparation au moment où on enregistre le podcast. Je Oui. m'offre une semaine de vacances. Donc, il sait qu'il a une récompense à la suite de. Et je te dirais ça. Et ensuite, j'ai un autre truc que j'aime beaucoup, c'est que du coup, cette récompense-là, elle peut être mise en pratique sur les relations et les rencontres que vous avez. Je vais vous prendre un exemple très concret. Moi, ce que je fais souvent et tout le temps, c'est à chaque fin de relation ou à chaque fin de rencontre, typiquement là, après l'enregistrement, je prends 5 à 10 minutes et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai apprécié chez Lucie? Quelle énergie j'ai aimé? Quelle qualité j'ai aimé chez elle? Peut-être son sourire, peut-être son regard, peut-être ses questions, peut-être la profondeur de ses questions. Et juste de faire le bilan. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que du coup, le cerveau, il va enregistrer le fait que ce type de relation, j'en veux plus. Parce que c'est ce type Mhm. de relation dans lequel je me sens. Je vous disais que la joie, c'est l'émotion principale. C'est dans cette énergie-là que je me sens en joie. Et à l'inverse, vous pourriez dire aussi, bah tiens, j'ai rencontré une personne dans la rue, elle était désagréable, elle m'a manqué de respect, donc ça, j'en veux plus. Ok, bah vous faites le point, et en fait, le fait de célébrer ces victoires, ça ramène de la conscience sur quelque chose qui serait inconscient. Et Mhm. c'est juste de ramener le fait que, tiens, j'ai observé ce qui s'est passé et j'ai adoré. Ce matin, par exemple, j'étais en répétition au Grand Rex, j'ai adoré l'énergie, j'ai adoré les personnes qui étaient là. Et ce que j'ai aimé ce matin, c'est que dans mon équipe, il n'y a que des humains qui font avec le cœur. Donc ça, j'en veux plus. Ça, je vais chercher ça. Et en fait, donc ça c'est ramener de la conscience sur ce que l'on veut. Et ensuite, plus ça va être conscient, plus ça va basculer dans l'inconscient. Et du coup, le fait que ça bascule dans l'inconscient, on va vibrer naturellement le fait que bah, ces énergies-là, je les repousse, ces énergies-là, je les attire. Et en ce Mhm. moment, j'attire que des gens dans mes vibrations, que des gens dans mes... Et tu vois, t'en es le cas. Je pense que Justine nous a mis en relation. Tu parles Oui, du rêve sur ton podcast, ça vibre, tu vois. oui, elle a bien senti les choses, Justine. Est-ce que tu aurais un conseil à partager pour quelqu'un qui veut lancer un projet? Eh ben, je dirais, allez-y. Je dirais, allez-y. Et je dirais, l'autre conseil que j'aime beaucoup, c'est dans l'entrepreneuriat, il y a quelque chose qu'on dit souvent, c'est ne parle pas trop fort de ton projet, garde-le en secret, garde-le pour toi. Non, parlez-y, parlez-le. Donnez-lui vie, en fait. Allez discuter avec des gens autour de vous. Il n'y a personne qui vous volera votre idée.
Il n'y a personne qui vous vaudra votre idée. Mm. Il n'y a personne qui vous volera votre façon de faire. C'est vous et vos énergies. Donc parlez-y. Et le fait d'en parler, ça vous fait vibrer. Et peut-être que vous allez avoir des rencontres, des relations, des personnes qui vont pouvoir vous aider, etc., etc. Donc je vous dirais, autorisez-vous à en parler et surtout à demander de l'aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide à des coachs, des thérapeutes. Si vous n'avez pas forcément d'argent, à des amis, à des personnes qui seraient des mentors, par exemple, qui seraient plus avancés que vous. Et ensuite, à faire un peu la part des choses entre ce qu'on va vous dire. Parce qu'il y a des gens qui vont vous donner des conseils non sollicités. Ce n'est pas forcément ceux que vous avez envie d'entendre. Écoutez-vous d'abord. Même si vous êtes la seule personne qui croit à votre projet à Paris, continuez d'y croire, c'est votre projet. Par contre, allez chercher des conseils de personnes. Je vais te prendre un exemple très concret dans mon cas. Lorsque j'ai lancé le Grand Rex, par exemple, j'avais jamais fait de salle de cette dimension-là. C'est-à-dire 280 personnes, on est sur un budget autour des 13 14 000 euros. J'avais jamais fait ça. Il y a des gens qui m'ont donné des conseils non sollicités. Sauf que ces Ok. personnes-là, bah, l'événement le plus gros qu'ils ont fait, c'est 4 personnes, tu vois, ou 5 personnes. Là où Ok. 280, on est sur un. À l'inverse, j'ai eu des conseils, des encouragements de personnes qui ont fait l'Olympia, le théâtre Mogador, et qui ont fait des plus grandes Mm. salles. Donc eux, ils sont peut-être un peu plus légitimes à me donner leurs conseils parce qu'ils ont déjà fait. Et leurs conseils, c'est pas du tout les mêmes que ceux des conseils non sollicités. Les conseils non sollicités, c'était tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais non, 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 non. Là où ces conseils de mentors et des gens qui ont fait ce que moi Mm. j'aurais envie de faire, c'était tu vas y arriver, t'inquiète pas, ça va le faire. Donc c'était plus de l'encouragement et c'est ce dont j'avais besoin. Donc je dirais, voilà, autorisez-vous à en parler et autorisez-vous à vous entourer, surtout. Mm. Est-ce que tu as des projets et des rêves pour la suite? Alors moi, des rêves, j'en ai tout le temps. Des projets, j'en ai tout le temps. Je vais te parler peut-être de mon plus grand rêve, de mon rêve d'enfant ultime. Ouais. Je te disais que dans ma période du lycée, j'ai joué à ce jeu vidéo dans lequel j'ai créé mon village. Ça a été c'est là-dessus que je vendais mes parcelles, etc., etc. Et mon rêve ultime, c'est de faire ça dans la vraie vie. C'est-à-dire Ok. d'acheter, de créer mon village pour entrepreneurs. J'aimerais du coup acheter un hameau en France qui serait abandonné, le retaper et accueillir des entrepreneurs, un peu à l'image des villages d'artistes ou des retraites d'artistes, et dans Mm. lequel, toi, Lucie, tu pourrais venir passer une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, voilà. Et dans lequel j'aimerais vraiment ça, et que ce soit collaboratif, ensemble, participatif, qu'on le fasse vraiment avec le cœur, quoi. Et de montrer jusqu'où on peut aller avec ses rêves et son cœur. Est-ce que tu as des rôles modèles qui t'inspirent? Oui, évidemment, j'en ai plein. Je pourrais en citer deux. Je vais Deux, citer c'est bien. deux, c'est bien. Je vais citer Julia. Julia qui a écrit la préface de mon livre, qui est une fille qui est extraordinaire, Julia Cantaraju, sur LinkedIn et sur Instagram. C'est une fille, elle a 27 ans, il me semble. Pour la petite histoire, on est né le même jour. Et je dis souvent que c'est l'équivalent pour moi de Zinedine Zidane ou de Kylian Mbappé. C'est pour moi la personne qui m'inspire le plus. Et aujourd'hui, cette personne-là, tu vois, demain, je suis bras droit pour elle sur son événement. On bosse ensemble. Elle est maîtresse de cérémonie pour le Grand Rex, etc., etc. Et vraiment, c'est pour vous inspirer au fait que vos idoles d'aujourd'hui, ça peut devenir vos amis de demain. Et de vous montrer que c'est pas impossible d'être au contact de ces idoles et d'être au contact des personnes qui nous inspirent. Et la deuxième personne que j'aimerais mettre en lumière et à l'honneur au travers de ton podcast, c'est Victoria Guillaumont, qui a écrit le podcast Nouvel Oeil, enfin, qui a fondé le podcast Nouvel Oeil. Et c'est une fille pour laquelle je suis amoureux de ses paroles. C'est-à-dire vraiment, elle a ce message de remettre de l'émerveillement, remettre de la lumière, remettre dans l'écologie intérieure et dans le fait de. Je vous invite vraiment à écouter son podcast après cet épisode-là, évidemment. Mais en tout cas, voilà, elle a interviewé plein de personnalités, plein de grands de ce monde en leur demandant quel était leur regard sur le monde aujourd'hui pour la jeune génération. Et cette fille-là, je crois qu'elle a 26 ans aussi. Elle a écrit 3 livres, elle a fait un documentaire. Voilà, donc c'est une fille vraiment, au travers de ce qu'elle a accompli, c'est vraiment une fille qui porte un message fort. Le thème fil rouge 2026 sur le podcast, c'est la réussite. Et je pose la même question à tous mes invités cette année. C'est quoi pour toi la réussite?
Et ben pour moi, la réussite, c'est de donner vie à tous mes projets et de le faire le faire ensemble surtout. Pour moi, ce serait ça. Ce serait ça la réussite. Il y a aussi une tradition dans le podcast depuis le début de l'année, donc tu dois répondre à la question de l'invité précédente et laisser une question pour l'invité suivant. Donc c'est Justine qui t'a laissé une question. OK. La question de Justine est, est-ce que tu peux nous partager une erreur que tu as faite? Ah. Est-ce que je peux te partager une erreur que j'ai faite? Oui, je peux te partager, peut-être mon plus gros ma plus belle erreur, mon plus gros échec et en même temps, tu vois, là, c'est difficile pour moi de trouver une erreur parce que pour moi, même une erreur, c'est un point positif. Enfin, c'est quelque chose qui nous apprend quelque chose. Mais en tout cas, je peux te partager, le plus gros échec, le la plus grosse erreur que j'ai faite. Ça a été, j'en parle dans le livre justement, ça a été à l'été 2024. Été 2024, je dis oui à un projet que je pensais vibrer, je pensais être la joie, mais en fait, c'était un objet brillant. C'était un Mm. objet brillant et du coup, c'était pas forcément aligné avec mes valeurs, mais j'ai dit oui parce qu'on m'a poussé un peu à dire oui à ce projet-là. Volontairement, je fais un petit teasing, comme ça vous donnera envie de lire le livre. Mais Oui. on parle de ce co-living dans les Landes à ce moment-là, et pour lequel ça a été plus bel échec et mon plus belle erreur. Ma plus belle erreur. Et est-ce que tu peux laisser ta question pour l'invité suivant ou suivante? Ouais, carrément. Et bah, chère invitée suivante, euh, bah, je te dirais la même question que je pose dans le livre. Tiens. Chère invitée suivante, c'est quoi pour toi tomber amoureux de ta vie? Génial. C'est l'heure de ton instant promo, Victor. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc sur les réseaux et où est-ce qu'on peut retrouver ton livre? Et bah, sur les réseaux, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur Instagram. LinkedIn, Victor Maurice, MO2RIS. Sur Instagram, victormaurice.coaching. Et mon livre, vous pouvez le retrouver partout, c'est-à-dire soit sur le site du prochain chapitre, à la FNAC, chez Amazon, ou alors et surtout chez votre libraire indépendant préféré. Vous lui demandez le livre, il pourra se faire livrer. Et voilà. En tout cas, vous pouvez le retrouver partout en France et sur Internet ou en librairie. Je te laisse aussi le choix du mot avec lequel les auditeurs qui auront écouté jusqu'au bout pourront commenter cet épisode. Quel est le mot de ton choix? Ah, et ben le mot de mon choix, ce serait amour. Tiens. Ah, bon, super. Je l'ai déjà eu dans un autre épisode et je Ah, suis contente qu'il revienne. et ben oui, c'est important l'amour. Ça va être l'heure de notre conclusion. Donc, je te laisse terminer l'épisode. Donc, c'est le dernier message que tu as à transmettre. Il faut terminer par le titre du podcast. N'oubliez pas de rêver. Trop bien. Et ben écoute, je vais terminer déjà en ayant beaucoup de gratitude pour toi, Lucie, pour Merci beaucoup. l'espace que tu me laisses, pour mon message, pour mes vibrations et mon énergie. J'espère que ce podcast-là vous a plu. N'hésitez pas à nous le partager. Et surtout, n'oubliez pas de rêver. Merci beaucoup, Victor. Merci à toi, Lucie.